On revient donc à l'anatomie du septum interatrial. Et donc, moi, je ne vais vous parler que des CIA ostium secundum, puisque Clément a parlé des CIA sinus venosus, et que les CIA ostium primum et du sinus coronaire restent l'apanage des chirurgiens. Juste pour vous rappeler un petit rappel d'anatomie sur les rebords cave inférieure et antéro-inférieure, dont je vais vous reparler plus tard dans le topo, et donc qui sont les rebords qui nous posent problème encore actuellement. Alors, je vous ai parlé des variations des CIA. Il y a aussi la variation du terme difficile, parce qu'il a fallu que je trouve un peu d'inspiration pour le topo. Et donc, c'est ce qui n'est pas facile à faire, qui se fait avec effort ou qui requiert un travail difficile. Mais ça, comme l'a dit Damien, il n'y a plus rien qui est difficile pour nous. Mais il y a aussi ce qui demande un effort intellectuel pour être compris ou résolu, qui présente un danger ou une incommodité. Et ça, c'est important, puisque quand même, on parle de patients qui ont des anomalies simples. Donc, il ne faut pas qu'on les mette en danger en faisant des trucs olé olé, et qui n'est pas facilement satisfait, c'est-à-dire on ne veut pas de chantes résiduelles. Donc, ceci étant dit, une CIA difficile, c'est quoi? Ça dépend de son anatomie, de l'accès, de l'anatomie du malade, plus que de la CIA, et de la physiologie de cette CIA. Alors, je pourrais vous faire des heures, on pourrait tous vous faire des heures sur les variations de la technique pour fermer les CIA, mais je ne pense que c'est pas ça que vous attendez de moi, en tout cas j'espère. Donc, il y en a qui les ferment avec du transthoracique, il y en a qui les ferment avec de l'écho transœsophagienne. Je pense que l'écho 3D est un apport pour tous. Il y en a qui font du sizing au ballon pour déterminer le diamètre de la CIA, il y en a qui en font pas et qui se basent que sur l'échographie. Et puis quand les CIA sont très larges ou un peu plus compliquées, on peut s'aider d'un ballon pour, comme ici sur cette image-là, s'aider d'un ballon pour créer une berge qui est déficiente et pour pouvoir déployer la CIA, ou on peut déployer la CIA dans les veines pulmonaires gauche ou droite. Et donc ici, vous avez des images d'une CIA fermée par transœso, et ici, aidée par le transœso ou par le transthoracique. Et je dirais simplement qu'il faut que celui qui fasse la procédure et celui qui guide la procédure soit à l'aise avec les moyens utilisés pour déterminer la prothèse qu'on va mettre et si elle est bien en place. Alors, l'anatomie difficile, c'est quoi? Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une revue récente. C'est un enfant petit, une CIA large, des berges réficientes ou très floppy, des CIA multiples, ou bien un septum mal aligné. Damien en a parlé, les valves de Sachs redondantes, des septums très anévrismaux qui bougent beaucoup, quand il y a des lésions associées. Alors, je vous ai pris 3 études pour vous donner un peu les grosses études, les gros résultats de ce qu'on fait en France, puisqu'il se fait que c'est 3 études françaises. Ça, c'était une étude faite par les Bordelais, mais où tous les cathétériseurs français, où beaucoup en tout cas ont participé, sur les enfants, des grosses populations avec près de 1400 enfants. Vous voyez, âge moyen de 9 ans. Il y a très peu d'échecs, et c'est souvent parce que finalement on se dit que la CIA est trop large et que la prothèse est démesurée et qu'elle va sortir du cœur si on la laisse. Il y a quelques embolisations, très peu de BAV et très peu de lésions des valves AV, parce que ce qui montre qu'on est raisonnable et qu'on ne va pas mettre une prothèse qui touche la valve mitrale et qui crée une fuite mitrale. Il y a des complications immédiates. C'est ce qu'on redoute un peu, c'est l'embolisation. Ici, on voit dans ces séries-là qu'elles étaient essentiellement, les prothèses étaient récupérées par chirurgie. Je pense que c'est moins notre habitude maintenant. Très peu de troubles conductifs et les complications à long terme, un peu d'arythmie, un peu d'HTAP, des migraines, et ça c'est important. Il y a pas mal de séries qui montrent que même les petits-enfants peuvent décrire des migraines, et dans cette série-là, pas de BAV, pas d'érosion. Et quand ils ont analysé tous les facteurs qui pouvaient être associés à des échecs ou à des complications, ils retrouvaient la CIA large, c'est-à-dire plus de 20 mm par mètre carré de surface corporelle, qui était associée à des échecs ou à des complications, et le petit enfant, où c'était chez les petits enfants de moins de 15 kg, vous aviez des complications précoces et tardives qui étaient un peu plus fréquentes. Alors, une des autres difficultés qu'on peut rencontrer, c'est les CIA multiples. Et donc ça, c'était un joli diagramme qui représentait les cas de figure qu'on peut avoir. En gros, vous pouvez avoir une CIA large associée à plein de petits défects tout autour, 2 CIA de taille modérée à large avec peut-être quelques défects autour, mais donc avec 2 trous assez distincts, plein de tout petits trous, ou 2 trous moyens avec d'autres trous. Et donc, en fait, celle qui nous pose problème, je dirais, c'est celle du B, où on a 2 trous moyens ou larges qu'on va sans doute pas pouvoir fermer avec une seule prothèse. Pour les autres,
le type A, on va mettre une prothèse de CIA standard et sans doute qu'en l'overstretchant un peu, on va arriver à occlure tous les autres petits trous. Et les autres, on va mettre ce qu'on appelle la prothèse cribriforme avec une prothèse autocentrée et qu'on va mettre au milieu du septum et qui va couvrir tous les petits trous. Et sur une large série de 1300 patients, vous voyez que les CIA multifenestrés ne sont pas si rares, c'est 11%, mais que finalement, le genre, on met 2 grosses prothèses dans un septum, c'est vraiment pas le plus fréquent. Et donc ici, vous voyez que le 3D peut être aussi un atout important pour voir l'anatomie des CIA avec plusieurs orifices. Et donc, comme je vous disais, ici en haut, vous avez une CIA multiperforée avec des trous partout dans le septum chez un petit enfant, et on a pu lui mettre une CIA cribriforme, donc avec un tout petit disque central enfermant tous les trous. Celle-ci, il y avait un plus grand trou. Et ici, vous avez l'intérêt du X-plan pour bien voir le septum dans deux plans différents au moment de la fermeture. On a fermé avec une prothèse de CIA standard. On a réussi à fermer tous les trous. Et ici, vous voyez un septum où on a terminé à mettre 2 prothèses pour fermer toutes les communications. Alors ça, je remercie Sébastien et Grégoire de m'avoir donné permis de présenter leurs données qui sont en train d'être revue pour être publiée. C'est l'expérience de Marie Lalonde, aussi énormément de patients, près de 2500 patients. Vous voyez qu'il n'y a pas de mortalité, encore heureux, vous me direz, avec un très très haut succès de procédure. Et donc, très peu d'érosion finalement, mais ça arrive. Et dans leur série, c'était des érosions très précoces. Des embolisations récupérées par cathé. Et donc ça, c'est un peu... il faut être prêt à ça si on ferme des larges CIA. Et finalement, très peu d'autres problèmes. Quand ils ont regardé, puisqu'on a cette notion vague que les petits enfants sont plus à risque, ils ont divisé leurs patients en fonction du poids. On voit que les patients de moins de 15 kilos avaient des prothèses plus petites que les autres. Normal, ils étaient beaucoup plus petits, mais quand on les compare à la surface corporelle, les prothèses étaient quand même beaucoup plus grosses. Cependant, très bon taux de succès et pas de complications sérieuses. Donc, les petits-enfants, sans doute bien sélectionnés, parce que, encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est une lésion facile chez des enfants qui sont en bonne santé. On peut avoir des très bons résultats. Et puis, ils ont regardé un tableau en mettant toutes les variables et en regardant les complications. Il y avait l'histoire d'arythmie. Et ce qui est surtout important pour nous, cathétériseurs, et pour vous aussi qui référez vos patients, c'est que l'absence de berge veine cave et l'absence de berge antéro-inférieure étaient associées à des complications de type embolisation ou shunt résiduel droite-gauche, ce qui est aussi très ennuyeux. Par ailleurs, eux montraient que l'importance du sizing pour diminuer les complications, mais d'autres équipes ne le font pas, que les prothèses plus grosses et surtout ce ratio qu'on connaît de la prothèse de la CIA supérieure à 20 mm par mètre carré était associé à plus de complications. Et donc, le poids n'était pas un facteur associé à des complications. Donc, CIA complexe, parfois quand même, elles se compliquent, ces CIA. Et donc, voilà, je voulais lister toutes les complications. AVC, thrombose, valvuloplastie, endocardite. Ça, c'est un peu le truc qu'on a sur l'AFU des prothèses. Et toutes ces complications sont très peu fréquentes. Et je pense que celle qu'on redoute tous, finalement, c'est l'érosion qui peut arriver très tardivement, jusqu'à des années après la procédure. Et ceci avec un taux d'incidence très faible, de moins de 1%, mais ça montre qu'il ne faut pas oversizer les prothèses par peur de l'embolisation. Alors des fois, les prothèses, les CIA, elles sont compliquées parce que il y a plus de fémoral, où il y a un retour à zygos, et le matériel pour fermer les prothèses, les gaines et les guides, etc., sont faits pour aller par en bas. Donc parfois, ça nous complique la vie, mais avec les prothèses d'emplateurs et leurs câbles très souples, et vous voyez ici, le câble est très, très souple, on arrive en faisant des petits trucs techniques, en mettant finalement la gaine dans le ventricule gauche et en tirant doucement à fermer les CIA par la jugulaire. Et puis, quand finalement, il n'y a plus de fémoral et il n'y a plus de jugulaire, on peut utiliser la voie transhépatique. Et si vous regardez l'angulation de la veine hépatique par rapport au septum, on arrive extrêmement facilement à traverser le septum. Donc, quand les patients sont multi-opérés, qu'ils n'ont plus d'accès, on peut aussi fermer les CIA par voie transhépatique.
Et puis parfois, c'est pas l'accès des veines qui est compliqué, mais c'est l'accès au patient, genre le patient avec la mésocardie ou la dextrocardie. Et ici, je vous montre le cas d'un patient à qui on devait fermer un bête PFO dans une double discordance, mais quand même, c'était dextrocardie, le PFO, il chante bidirectionnel, et puis vous voyez ici qu'en fait, donc là vous avez la double discordance, vous voyez que finalement c'est pas vraiment un PFO, parce que quand on la regarde en 3D, elle est très ovalaire, et donc finalement on a mis une prothèse de CIA. Et vous voyez que même nos repères échographiques sont altérés, puisque ici, la prothèse, elle va embrasser ou être sur l'artère pulmonaire et pas sur la valve aortique. Donc parfois, c'est pas vraiment la bête petite CIA ou le bête petit PFO qui rend la procédure compliquée, mais c'est les à côté. Et puis bon, on est des cathétériseurs, on parle que de prothèses, mais quand même on peut aussi parler d'un peu de physiologie. Donc parfois les CIA sont difficiles de par la faute du VG. Et donc quand vous avez une population vieillie, finalement les compliances ventriculaires varient dans le temps et le ventricule gauche devient de moins en moins compliant et donc on augmente le centre à travers le débit à travers la CIA et les patients se retrouvent malades de défaillance droite avec des grosses oreillettes droites, des arythmies sur leur défaillance droite et une défaillance gauche occulte puisqu'elle ne parle pas trop à cause ou grâce à la CIA. Et donc, il faut fermer la CIA pour le cœur droit, mais peut-être pas trop pour le cœur gauche. Et donc, c'est une décision qui peut être difficile. Et donc, si on a des arguments à l'échographie transthoracique avant d'arriver au cathé sur des anomalies des ondes du Doppler transmitral, il faut faire attention à ces patients-là. Il faut leur faire un cathé gauche et droit, mesurer les pressions de remplissage du cœur gauche. Et si la POG ou la PTDVG est élevée, il faut faire un test au ballon. On met un ballon pendant 15 minutes, on mime la CIA et on voit si les pressions augmentent drastiquement. Comme ici, si on ferme la CIA, le patient va faire un œdème pulmonaire et une défaillance cardiaque gauche. Et donc là, on a deux options. Soit on va pré-traiter le malade très agressivement avant la fermeture avec des diurétiques, même parfois des inotropes, des antihypertenseurs, pour essayer d'optimiser au maximum son hémodynamique. Et puis on ferme, ou bien on peut fermer en faisant des petits trous, nous-mêmes comme des grands dans les prothèses. Et ici, vous voyez qu'on a fait 2 trous là, et vous voyez les 2 trous ici, pour permettre au patient de passer le cap, que son ventricule gauche s'adapte à la nouvelle physiologie, et pour qu'il ne fasse pas l'œdème pulmonaire. Alors, les puristes diront, on ne sait pas trop combien de temps vont rester les fenestrations vont rester perméables. Si ça leur permet de passer le cap, nous, ça nous va. Et puis, parfois, les CIA sont difficiles à fermer. La photo VD, donc normalement, on a tous dit, les CIA, on les ferme quand elles ont un shunt gauche-droite et elles sont contre-indiquées. Enfin, Sébastien va nous en parler en cas d'HTAP, mais parfois, le shunt est inversé. Et c'est dans des physiopathologies un peu particulières. Donc, quand on a une HTAP autour du POTS, par exemple, ou quand on a un VD restrictif, ou quand on a des obstacles modérés de la voie droite qu'on ne peut pas lever complètement. Et donc ça, c'est la série de Necker, où on a fermé des CIA droite-gauche chez des enfants. Donc, on a un peu moins de 50 malades et vous voyez qu'il y a une partie où on a fermé la CIA autour du POTS, c'est-à-dire avant ou après le POTS, c'est des patients avec HTAP très sévère et CIA. Des VD restrictifs à cause d'une augmentation de la pression télédiastolique du ventricule droit, essentiellement dans les abscies ou les sténoses valvulaires pulmonaires, mais parfois aussi les Epstein. Des obstacles modérés sur la voie droite, donc des sténoses valvulaires pulmonaires, des voies droites déjà multi-opérées où on se dit, là, on va pas le revalver tout de suite, il y a un petit obstacle modéré, ou bien on va le revalver et on va fermer la CIA parce qu'elle chante droite-gauche, et puis les doubles discordances cerclées. Puis il y a aussi des fuites tricuspides post-opératoires avec un streaming défavorable et des sténoses modérées de la tricuspide. Et vous voyez que finalement, chez ces patients, le symptôme principal était la cyanose, mais avec une cyanose essentiellement au repos. Et donc, ces enfants, on les a fermés aux alentours de 10 ans, avec des prothèses relativement petites, 15 mm, essentiellement par la fémorale. On a fait des tests d'occlusion, mais pas chez tout le monde. Souvent, on les a valvés en plus ou dilaté les voies droites. Et vous voyez qu'on a 2 décès liés à des patients avec péripotes, on va dire. Un décès embolisation et AVC il y a, je pense, 15 ans donc au tout début de l'expérience. Et puis, dans le follow-up, les saturations sont normales. Il y a, la majorité des enfants vont mieux. Il y a 2 transplantations, une cardiaque, une pulmonaire, parce que c'est des enfants qui sont quand même très malades et c'est des enfants chez qui on est parfois amené à réintervenir sur la voie droite.
Je terminerai pour vous dire que parfois, il y a des CIA qui sont complexes en termes de variation parce que l'anatomie et la physiologie sont compliquées. Et ici, c'était une jeune fille qui avait une HTAP avec une sténose de VP. Donc, on a traité l'HTAP. On a vu que l'HTAP n'était pas si sévère. On a ensuite traité la sténose de la VP. On a vu que les pressions pulmonaires étaient normalisées. Et puis, on a fermé la CIA. Donc, ici, il y a encore une variation. Parfois, c'est complexe anatomiquement et physiologiquement. Donc la CIA par voie percutanée, ben oui, c'est quand même le gold standard. Il y a des techniques diverses, il y a des anatomies qui sont complexes, il y a parfois des physiologies qui sont complexes. Et je pense que pour nous tous, l'absence de berge inférieure et antéro-inférieure doit rester un red flag, si pas une contre-indication. Je vous remercie.